Toute cette semaine, la Grande Table des idées élargit la réflexion sur les conséquences de la guerre en Ukraine, avec des mathématiciens, des politistes, des philosophes, des écrivains. Aujourd'hui, entre désinformation, censure, cyberattaque, pourquoi l'information et l'opinion sont les nerfs de la guerre menée contre l'Ukraine par la Russie. Guerre en partie souterraine, sur les réseaux et plus généralement dans l'univers numérique, ou au grand jour avec des médias fermés, des voix censurées, des sites bloqués ou des sources tout simplement asséchées. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il mis son pays sous cloche et comment il a organisé le blocus de l'information en Ukraine, en Russie, au même titre que le blocus des villes? On en parle avec nos invités, le mathématicien David Chaval-Arias, spécialiste de l'analyse des réseaux sociaux et du militantisme politique en ligne, auteur surtout chez Flammarion ce mois-ci de Toxic Data. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Boris Razon est à nos côtés également, journaliste, écrivain, directeur éditorial d'Arte, auteur avec Étienne Huver de Les Nouvelles Guerres sur la piste des hackers russes, ouvrage sorti il y a 3 ans chez Stock en coédition avec Arte, journal d'une infiltration aux côtés notamment de Igor, informaticien virtuose russe, qui a donné lieu aussi à un documentaire dont on entendra tout à l'heure un extrait. Bonjour Boris Razon. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors Boris Razon, vous venez de remettre en ligne, ou de mettre en ligne, je ne sais pas si c'était une première, de mettre en ligne sur arte.tv, cette série Serviteur du peuple, où le héros, le comédien principal de cette série ukrainienne à succès, n'est rien d'autre ou personne d'autre que Volodymyr Zelensky, qui incarne un prof de lycée propulsé malgré lui à la présidence de l'Ukraine, et c'est totalement prophétique. Il se présente en vrai, c'est ce qui va se passer, et gagner l'élection présidentielle en 2019 avec plus de 73% des voix, contre Petro Poroshenko, le président Zelensky, qui est aujourd'hui presque le héros de cette nouvelle guerre qui se joue. On en écoute un extrait de cette série. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Là, c'est lui, le comédien Zelensky, en costume déjà de président, qui chante sur son vélo « J'aime mon pays, j'aime ma femme et j'aime mon chien, je suis partout, jamais en panne ». Tel un Superman, mais sans chercher la bagarre, toute la cour connaît ma sentence, serviteur du peuple. Qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui, si ce n'est cela? Boris Razon, Volodymyr Zelensky, un serviteur du peuple dans une étrange guerre, un serviteur du peuple qui sait mobiliser aussi les images, la com. Tout à fait. C'est une bataille qu'il mène admirablement et où il répond, j'allais dire presque coup pour coup, à une communication tellement verrouillée de Vladimir Poutine qui véhicule des images du XXe siècle, de grande mise en scène de distance, de pouvoir, et lui, avec les outils des réseaux sociaux, avec quelques images, il arrive à retourner ça et à s'ancrer à minima, un, dans la réalité, il s'est beaucoup filmé en action, et deux, dans une posture de défense de son peuple et de représentation à proprement parler de son peuple. C'est de ce point de vue tout à fait remarquable. Quand il poste sur Twitter une vidéo de lui dans les rues de Kiev, quand il en appelle aux Ukrainiens à se mobiliser, il leur dit « Notre arme, c'est la vérité ». C'est cette question de la vérité, d'ailleurs, qui est au cœur de la série, dans cette élection qui va le porter là. La vérité, c'est une chose, et la manipulation de la vérité, c'en est une autre. Est-ce que l'Ukraine est quand même en train, pour vous, pour l'instant, David Chaval-Arias, de gagner la bataille de l'opinion, la bataille de la com, en tout cas? Alors, c'est encore difficile à dire, je pense, et aussi, il faut savoir dans quel pays. C'est-à-dire que la première bataille de la com que Vladimir Poutine doit gagner, c'est dans son propre pays. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, il a mis son pays sous cloche, donc assez peu de choses pour l'instant infiltrent. Pour ce qui est donc à la fois de l'Ukraine et de la France, ce qu'on voit, c'est qu'on voit quand même toute la machine du Kremlin qui se met en marche pour essayer de
faire passer des récits alternatifs ou au moins d'amoindrir en fait la violence du conflit, la légitimité des Ukrainiens. Et donc, pour le moment, c'est un petit peu difficile de savoir qui va gagner vraiment dans cette guerre de la désinformation ou pour la vérité. Mais il y a quand même un côté un peu David contre Goliath. Ce qui est intéressant, c'est que la modernité, pour l'instant, dans cette guerre, c'est l'Ukraine qui l'incarne. Alors qu'on disait la Russie en tête de ces cyberattaques, de cette cyberguerre, qu'on s'attendait à une nouvelle guerre ou une nouvelle forme de guerre. Sur le terrain, c'est une guerre plutôt old school qui se joue, et du côté de l'opinion, des images, de l'information, ce sont les Ukrainiens qui sont en train de gagner cette bataille-là. Si Zelensky gagne la bataille de la com, est-ce que ça peut peser dans l'équation globale d'une guerre moderne comme celle-ci? Boris Razon. En fait, je ne sais pas répondre à la question, je crois. C'est-à-dire que il y a un enjeu d'information et de communication qui est important. Et les questions d'opinion sont absolument centrales aux yeux de Vladimir Poutine. Et ça fait jusqu'à maintenant 15 ans qu'il construit une machine à informer, désinformer, construire des récits alternatifs, pousser sur les réseaux. Et cette machine-là, elle semble être en train de s'enrayer parce que pour la première fois, on vient de prendre des mesures. Je suis sûr néanmoins qu'il va réussir à tenter de contourner cela. Et s'il le fait, au départ, en tout cas, c'est parce qu'il y voit une forme de faiblesse de l'Occident libéral et du débat démocratique qui laisse la place, et notamment des réseaux sociaux qui laissent la place à toute forme de débat et qui donnent à l'engagement une valeur cardinale qui fait que tout peut être dit, et à partir de là, à partir du moment où tout peut être dit, on peut faire vivre plusieurs réalités en même temps, ou faire vivre plusieurs informations de nature totalement antagoniste en même temps, et ça ne pose pas de problème. Oui, j'ajouterais aussi qu'il faut bien voir que la guerre de l'information, elle n'est pas forcément binaire. C'est pas forcément montrer que Poutine est grand méchant ou légitime et que les Ukrainiens ont raison ou au contraire ont tort. Il y a aussi quelque chose qui se joue dans la position que doivent avoir les gouvernements, notamment le gouvernement français par rapport à cette guerre. Et il y a toute des récits qui sont en train de se mettre en place sur le fait que, par exemple, Zemmour défend l'idée que la France doit être une force d'équilibre et donc ne doit pas forcément se positionner ou rentrer dans une guerre frontale avec la Russie. Il y a aussi la récupération de toutes les actions du gouvernement en Ukraine en essayant de le discréditer par rapport à ce qu'il a fait avec la Covid, les mesures Covid, en disant il a utilisé les populations humaines comme bouclier humain et maintenant il veut faire des leçons à la Russie. Donc il y a aussi un enjeu par rapport aux prochaines élections présidentielles que je pense que le Kremlin va utiliser à fond, d'essayer d'influencer cette élection-là, notamment via ce qui se passe en Ukraine, en essayant de retourner des situations comme ils savent très bien le faire, en disant voilà, vous nous entrez dans un conflit, c'est pas légitime, ou on aurait dû avoir une autre position que celle qu'on a eue. Donc les choses sont encore incertaines de mon point de vue. C'est une guerre de l'information asymétrique, vous le dites tous les deux, et en même temps qui dépasse les frontières de chacun des pays, et de la Russie, où Vladimir Poutine tente de contrôler son opinion. Et pour l'Ukraine, concernant l'Ukraine, il y a aussi l'importance d'essayer de mobiliser les opinions occidentales, oui, d'obtenir leur soutien. C'est Peter Singer, l'auteur de Likeware, qui dit dans Le Monde « Quand même la Suisse et Monaco se joignent aux sanctions, cela montre que vous avez perdu la bataille du récit à propos de Vladimir Poutine. » Et c'est dire. Donc on voit que des deux côtés, il y a l'importance de cette mobilisation. Est-ce qu'on sait ce qui filtre, ce qui passe en ce moment en Russie? À quelle histoire, à quelle version les Russes ont accès aujourd'hui? Alors moi alors il y a c'est ce qu'on a pu voir circuler, c'est des témoignages qui sont un peu consternants, par exemple, de familles qui sont à la fois des deux côtés, donc avec une sœur en Russie, une sœur en Ukraine, par exemple, et la sœur en Russie ou la famille en Russie qui n'arrive pas à croire les récits que leur racontent
leur famille en Ukraine. Donc on peut penser que la propagande russe est très 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 forte et très efficace en Russie et que pour le moment ils arrivent à faire croire que c'est une intervention légitime qui ne va pas durer, etc. Alors effectivement les sanctions économiques sont en train de s'abattre, tout va se dérégler, donc ça sera de plus en plus intenable, mais ce qui est impressionnant c'est que quand même à l'heure actuelle, c'est encore des choses qui se tournaient hier, des familles n'arrivent pas à se croire entre eux, alors qu'on pourrait penser à des liens de confiance, sur la gravité de la situation en Ukraine. Oui, il y a encore un témoignage aussi dans le New York Times ce matin de récits de ces familles divisées, de ce père qui vit en Russie et qui ne croit pas son fils qui lui vit à Kiev quand il lui dit qu'il y a la guerre. Et le fils, c'est étonnant qu'au bout de 3-4 jours, son père n'est toujours pas appelé pour prendre de ses nouvelles. Et c'est l'argument de la dénazification porté par Vladimir Poutine, qui est repris par le père, qui lui dit, bon voilà, il y a des nazis en Ukraine, il faut agir pour cela. La population russe qui a peu de moyens de s'informer et peu de moyens aussi de s'exprimer aujourd'hui, comment la Russie, Boris Razon, tente-t-elle de gagner cette guerre de l'information? De quels moyens elle dispose exactement? Elle dispose de plusieurs moyens et ça fait 15 ans, en fait 15 ans qu'elle construit depuis qu'elle avait lancé à l'étranger Sputnik et RT, et avec des budgets qui se sont multipliés par 10 entre les années 2005 et 2015, qu'elle a construit des organes d'information vers l'extérieur, et à l'intérieur, en gros, ce qu'a construit Vladimir Poutine, c'est un univers complètement fermé. C'est-à-dire qu'il a réussi, à partir du moment où il a commencé à avoir, et notamment les printemps arabes lui ont fait un effet absolument dévastateur. C'est-à-dire qu'il s'est dit, mon Dieu, ces outils que sont les réseaux sociaux peuvent être des organes de déstabilisation du pouvoir. Il a construit un environnement Internet qui lui est quasiment propre et sur lequel il peut fermer. Il a des champions locaux sur Internet. Il a notamment VKontakte, qui est un équivalent de Facebook qui est très puissant en Russie. Et par l'entremise des oligarques et directement, il exerce, et là maintenant il vient de le faire d'une manière absolument radicale, en interdisant l'emploi du mot guerre et ce genre de choses, une mainmise sur une grande partie de tout ce qui est la presse. Donc en fait, il a réussi à isoler son pays et ça a été un choix stratégique fort et contre lesquels il est difficile de se battre aujourd'hui. Il faut dire aussi qu'il n'est pas le seul. Les Chinois ont un peu fait de même. Il a même un peu pris modèle sur eux à un certain moment. Il y a un accès restreint aux médias étrangers, de la BBC à Voice of America. Il y a des radios comme Echo de Moscou qui ont dû fermer en Russie actuellement, d'autres qui ont cessé leur activité par peur des représailles. On va écouter le témoignage du rédacteur en chef, du journaliste russe d'Echo de Moscou, Sergueï Buntman. Il explique cette décision collective. On ne peut pas exister. On ne peut pas exister dans cette atmosphère parce que tout de suite on devient opposant. Étant journaliste professionnel qui n'aspire qu'à la vérité sur les événements qui se passent. Mais je pense que c'est le pays qui a changé. Ce régime pouvait être qualifié comme autoritaire, mais maintenant c'est une dictature flagrante et une dictature militaire. On a commencé une guerre contre notre pays. Il était exigé de nous de nommer cette guerre opération spéciale. C'est là la raison. C'est plus de liberté. On ne veut pas écouter ce qui se passe et que les Russes écoutent apprennent ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Ça, c'est la question des mots aussi, qui est très importante, et pas simplement des chiffres, des datas, David Chavalarias, des mots qui peuvent être employés ou ne peuvent plus l'être, ainsi du mot guerre, vous l'évoquiez, Boris Razon, des peines de prison aussi pour tous ceux qui diffuseraient des informations mensongères aujourd'hui sur l'armée. C'est cette décision récente qui a été prise par Moscou. Elle est où la nouveauté telle que l'évoque Sergueï Buntman? Elle est dans le changement, dans le durcissement du régime. Est-ce qu'elle l'est aussi par l'adoption de nouvelles méthodes, de nouvelles armes? Alors, on peut penser que le fait qu'il y ait une utilisation des médias numériques en Russie, notamment on a mentionné tout à l'heure Facebook russe,
Alors il faut préciser que c'était au début une entreprise privée qui a été récupérée par le Kremlin quand parce qu'il a exigé de passer les données, ça a été refusé. Du coup, le Kremlin s'est saisi de cette entreprise et son propriétaire fondateur initial a dû s'enfuir de Russie. Hein. Donc en fait, la Russie s'est réappropriée toutes les technologies de réseaux sociaux qu'on a également en Europe, sauf qu'à des fins politiques. Et donc là, on voit vraiment une utilisation des réseaux sociaux comme moyen de contrôle de la population qui le rend beaucoup plus puissant qu'un dictateur qu'on pourrait avoir eu il y a ne serait-ce de ça que 20 années. Et aussi, il faut mentionner qu'il y a des collaborations entre réseaux sociaux. Donc, par exemple, le réseau TikTok est aussi bien déployé en Russie. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient suspendre la possibilité de mettre en ligne des contenus. Et en fait, ça, de mon point de vue, c'est clairement une coopération des Chinois avec la Russie. C'est-à-dire qu'ils veulent éviter que, via ce réseau social, des Russes ne diffusent des informations qui soient contraires aux lois martiales qui sont mises en vigueur en Russie. Donc, on a toute cette infrastructure numérique dans laquelle les Russes, comme les Européens, se sont jetés de leur plein gré et joyeusement, et qui maintenant sert à contrôler la population et à tout savoir en fait sur quels sont les opposants, dans quelle mesure ils sont contre le gouvernement, qu'est-ce qu'ils relaient, etc. Vous dites qu'on a laissé faire, on n'avait pas vu venir aussi? Alors, je pense que beaucoup de gens ont tiré la sonnette d'alarme, notamment, il y a eu les affaires Snowden et plein de lanceurs d'alerte qui ont fait ça, sauf que quand vous avez un service gratuit et qui vous permet de vous mettre en relation avec vos proches, en général, ça marche. Donc, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Là, en Russie, c'était la démocratie le produit, et voilà, ça a été acheté. Sur cette question de la nouveauté, Boris Razon, on parlait des cyberguerres, des cyberattaques. On disait que la Russie, d'ailleurs, depuis longtemps, était à l'avant-garde du piratage, que c'était une puissance numérique hors norme, avec une armée d'informaticiens, de hackers hyper compétents, que les guerres du XXIe siècle seraient forcément cyber. Au lieu de ça, on voit qu'on a des chars, des soldats, des blocus, du feu. Est-ce que cette nouvelle guerre, elle a quand même lieu de manière souterraine? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Est-ce qu'elle a commencé, cette cyberguerre? Oui, elle a commencé. Alors, elle a la particularité en Ukraine d'être active depuis des années, depuis 2014. L'Ukraine est le terrain de jeu favori en ce qui concerne le piratage, notamment le piratage dit sponsorisé par un État, en l'occurrence la Russie, et où toutes sortes d'actions ont été menées. L'une d'entre elles très célèbre, fin décembre 2015, a vu l'arrêt d'une centrale nucléaire à Ivano-Frankivsk et qui a vraiment alerté le monde entier sur ce qu'étaient capables de faire des pirates après une opération d'ampleur, parce que ça a pris probablement 6 mois pour réussir à pénétrer dans le réseau et à le maîtriser, mais laissant augurer de ce que ça pouvait être partout dans le monde. Il y a eu des attaques qui ont, comme NotPetya, qui ont paralysé le pays, notamment l'Ukraine, mais qui se sont étendues en Europe entière. Et depuis le début de l'offensive, il y a de nombreuses attaques aujourd'hui contre les médias ukrainiens, là encore, la question de l'opinion, évidemment, la question de l'information, contre les ministères, les différents ministères ukrainiens. Et donc, ça fait partie de l'arsenal de guerre de Vladimir Poutine. Il s'en sert, et effectivement, il y a aujourd'hui, non seulement, il y a, disons, plusieurs types de hackers au service de la Russie et de la visée nationaliste de la Russie, que sont les hackers enrôlés dans des services de renseignement, le FSB et le GRU, mais aussi toute une vague de hackers qu'il dit patriotes, qui sont plutôt des hackers criminels, mais dont les activités sont protégées en échange de services rendus. Et ce qui rend la menace russe un peu plus large encore que les seuls services de renseignement ou les seuls services d'attaque au sein de l'État russe. Donc, c'est toujours là, c'est une guerre à la fois tout à fait conventionnelle et en même temps qui se déploie sur plusieurs fronts, celui de l'opinion, celui du numérique. Et je dirais que c'est
c'est un changement. Il n'y a pas profondément de nouveauté, il y a plutôt un changement de dimension. C'est-à-dire, il y a un caractère totalement affirmé ou habillé sous l'idée de dénazification, mais qui est une invasion, et une méthode qui se met en place et qui était là en germe depuis des années et sur laquelle de nombreuses personnes ont alerté. Vous avez cité 2014. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de remonter le fil de l'histoire? Comment l'Ukraine est devenue ce que vous appelez le laboratoire moderne de la cyberguerre? C'est-à-dire que la Russie s'entraînait là-bas depuis des années, qu'elle testait un peu ses méthodes? Absolument. C'est-à-dire que quand il y a eu les événements de Maïdan, le fait que le président soit chassé et soit parti en Russie, ça a d'abord très fortement inquiété Vladimir Poutine. Et il y a eu ensuite les deux territoires séparatistes et la guerre dans le Donbass qui s'est installée. Et à partir de là, ça a été des attaques sans arrêt de la part de hackers russes à l'encontre des autorités ukrainiennes pour déstabiliser le pays. Et en fait, avec une visée qui était très claire à cette époque-là, qui était de montrer à l'opinion publique ukrainienne que le pouvoir ukrainien n'était pas capable d'administrer le pays. Et donc en coupant le chauffage, en empêchant les gens de tirer de l'argent aux distributeurs, en coupant l'alimentation, en ne permettant pas aux gens de mettre de l'essence dans leur voiture, en gros en sabotant la vie quotidienne des Ukrainiens, l'idée c'était de leur dire mais en fait ce pays ne peut pas être dirigé par des Ukrainiens, il vous faut l'amitié de la Grande Russie pour vous développer et vivre normalement. Et ça n'a jamais cessé et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que, de nouveau, dans les cyberattaques qui ont lieu en Ukraine en ce moment, c'est encore le laboratoire de ce que la Russie peut tester. Il y a plusieurs géographies, comme vous l'évoquiez, David Chavalarias, plusieurs temporalités aussi. Dixit Boris Razon, nos deux invités aujourd'hui pour parler de cette cyberguerre latente ou déjà pratiquée en ce moment par la Russie contre l'Ukraine. On va écouter les mots d'Asma Mala. Elle est chercheuse, professeure à Sciences Po, sur cette question du séquençage dans le temps de l'action de la Russie. En réalité, ce qu'on observe souvent aujourd'hui dans ces fameuses nouvelles guerres hybrides, c'est un séquencement dans le temps. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le cyberespace sont les prémices et préparent le terrain à des interventions plus physiques, qui celles-ci restent néanmoins très importantes parce qu'elles installent également et elles participent au climat de terreur, en fait. Donc, c'est vraiment l'hybridation et la complémentarité des deux qui va compter dorénavant. Et en ce sens, depuis 2014, on a un vrai laboratoire sur ces questions. Ce qui a été très intéressant au tout début du conflit, ça a été subreptice, mais c'était la photo de Fillon, qui est apparu tout d'un coup avant qu'il ne démissionne, où il était dans son comité de direction avec le drapeau français, puis en face de lui, il avait son homologue russe avec le drapeau russe. Et ça avait l'air de rien, mais en fait, au moment du démarrage du conflit, donc la Russie a distillé cette photo-là sur les réseaux sociaux pour nous dire quoi de façon très très lente? C'est que, regardez, ils sont tous pourris. Votre modèle ne fonctionne pas. Cette double temporalité, ce séquencement, comme dit Asma Mala, dans le temps, vous l'avez aussi observé et analysé, David Chavalarias, de l'importance de préparer par un jeu de manipulation ou de sabotage les opinions à ce qui pourrait arriver dans un second temps. Comment ont-ils procédé ? Alors, déjà en préambule, si on peut dire, il faut dire que la Russie, notamment Poutine, enfin le Kremlin, est un émulateur de Sun Tzu, qui a écrit L'art de la guerre au VIe siècle avant notre ère, chinois, et donc qui théorisait la guerre comme un continuum. Il n'y avait pas un temps de paix, un temps de guerre, il y avait la guerre chaude et la guerre froide, en gros, froide au sens sans équipement militaire. Donc en dehors de la guerre chaude, il y a toute la guerre qui consiste à affaiblir l'ennemi par de multiples divisions. Et c'est ce que met en place la Russie depuis en fait longtemps, même donc dès
février 2014. Et donc, ce qu'on a observé, nous, depuis 2016, maintenant, on observe l'espace politique et on pourrait essayer de comprendre un petit peu comment évoluent à la fois les opinions, mais aussi les campagnes de désinformation. Et on a vu se mettre en place différents types de campagnes, des campagnes tout simplement de désinformation. Il y en a eu plusieurs, notamment, ça s'intensifie au moment des élections, puisqu'il s'agit d'influencer sur une échéance électorale. Donc là, vous avez plusieurs fausses informations qui concernent des candidats clés, notamment généralement opposés au régime. Vous avez aussi les techniques de fuite, c'est-à-dire, on a eu les Macron Leaks, donc quelques jours avant un scrutin, sans avoir le temps de laisser le temps pour vérifier, vous mettez en ligne des documents soi-disant compromettants. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est plus pernicieux, je trouve, qui est une action dans le temps qui vise à amplifier des opinions négatives envers certaines personnalités politiques. Donc nous, on a pu l'observer. Ça s'est vraiment intensifié dans les quelques semaines avant la présidentielle de 2017, et ça va recommencer en 2022 a priori, où là on va reprendre des messages négatifs ou hostiles là en l'occurrence c'était Macron, donc à certains leaders français, pour faire croire qu'il y a plus de personnes, plus de désapprobation qu'il n'y en a sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une action qui est vraiment de long terme et elle est complétée aussi par la mise en place de faux sites d'information. Parfois, c'est même des sites, par exemple, sur le biologique, le mode de vie, et qui vont ensuite, le moment venu, diffuser des informations pro-Russie, anti-Macron, anti-candidats, tous les candidats qui sont pro-russes, en fait. Donc c'est un bon baromètre ou un bon thermomètre d'observer ce qui se joue, notamment sur les réseaux, et on peut essayer de prévoir, d'anticiper, d'imaginer l'avenir. Alors, anticiper, c'est toujours un grand mot, mais par contre, ça donne des clés de compréhension, souvent un peu à l'avance, notamment sur les alliances qui sont en train de se faire entre les différentes communautés politiques. Je pense par exemple là, donc ça c'est pas lié directement au Kremlin, mais on a vu tout de suite la communauté Zemmour se constituer en septembre avec Gilbert Collard et Marion-Maréchal Le Pen qui ont arrêté de militer pour Marine Le Pen et rejoindre Zemmour, alors qu'elles se sont déclarées plusieurs mois plus tard. Mais effectivement, ce que l'on peut observer, c'est la reconfiguration de ces espaces informationnels dans l'intérêt en fait de certains agendas qui soient de l'extrême droite ou de puissances comme le Kremlin. Vous diriez que des médias comme RT, pas Arte, Boris Radon, mais RT, la Russian TV, ont aidé aussi à travailler des opinions occidentales, comme l'opinion française, mais RT qui vient d'être fermée. Oui, tout à fait. En fait, il y a un phénomène d'amplification et c'est un jeu entre les réseaux sociaux avec des personnes qui apparemment sont des citoyens, mais souvent, fréquemment, en fait, sont juste des gens salariés par l'agence de recherche Internet ou des militants politiques à affirmer. Donc, il y a un jeu entre ces militants qui sont on dirait grassroots, et puis des médias un peu plus conventionnels comme Russia Today, voire même CNews, qui diffuse aussi pas mal de nouvelles plutôt en faveur de Poutine, ou qui relaient une certaine propagande de Vladimir Poutine. Et donc il y a tout ce jeu-là qui se met en place pour agir sur l'espace informationnel d'un pays comme la France. Et cette expression, agir sur l'espace informationnel, c'est une expression utilisée dans les Kremlin Papers par Vladimir Poutine, quand il a voulu donc mettre Trump au pouvoir, ce qui a plus ou moins réussi. Mais fermer une télévision ou l'interdire, comme Russia Today en France notamment, ou en Europe, puisque la décision a été prise au-dessus, est-ce que c'est un signe de faiblesse ? Est-ce qu'une fois encore, les Européens se montrent, pour le coup, dans cette bataille de l'information, en position plutôt défensive qu'offensive, en essayant de protéger leurs opinions, Boris Razon ? Disons que ce qui est compliqué, c'est que l'usage qui a été fait par notamment par la Russie des réseaux sociaux, des télévisions comme Russia Today ou du réseau Sputnik a été d'une très grande habileté et d'une très grande modernité au moment où c'est arrivé. C'est-à-dire qu'ils ont réussi quand même à perturber l'élection aux États-Unis en 2016, dans la plus grande démocratie et dans la première puissance mondiale. Et je pense qu'il y a eu, d'une certaine manière, et c'est en ça que c'est très habile, une difficulté de la part des Européens à vouloir interdire, fermer. C'est culturellement
pas ce qu'on fait, notamment pour des médias, ou même en termes de liberté d'expression, c'est pas exactement notre modèle, et ce depuis longtemps. Donc, mais c'est exactement ce qu'il sait. C'est-à-dire que c'est, au fond, il s'est inscrit dans des failles, il les a exploitées, avec une visée qui était très claire, et avec une vision, effectivement, il parle d'espace informationnel, avec une vision stratégique, et la réponse qu'on a donnée là, effectivement, c'est l'interdiction, mais elle arrive tard, d'une certaine manière. Fallait-il pas? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est très important de remarquer, c'est que cet espace informationnel, donc la circulation d'informations actuelle, est extrêmement différent de ce qu'il y avait même il y a 10 ans, voire 20 ans. Enfin, c'est très récent qu'il y a cette circulation à la fois horizontale et verticale. Et donc, il y a très peu de recul sur comment à la fois réguler les médias, quelles sont les bonnes actions à prendre, et notamment aussi très peu de recul sur les effets. Et quand on voit à la fois Bolsonaro, Trump, Orban accéder au pouvoir par des méthodes qui utilisent ce genre de médias, il y a vraiment, ça laisse à réfléchir, quoi. Le pire est à venir, disent certains responsables politiques français, notamment concernant la guerre conventionnelle, la guerre sur le terrain. Est-ce que vous en diriez autant pour conclure sur cette cyberguerre qui est en question aujourd'hui, Boris Razon? Je dirais que ce qui est certain, c'est que ce terrain de jeu et de guerre en termes d'information et ou d'attaque des infrastructures numériques, il existe. Qu'on a aujourd'hui une Russie qui est en activité et puissante. Donc oui, ça fait partie du paysage et je pense que ça va continuer à faire partie du paysage de manière assez certaine. Est-ce que la France s'y prépare? Est-ce que les démocraties occidentales s'y préparent? En tout cas, on n'a pas tellement entendu parler de ces cyberattaques, de cyberattaques des Occidentaux pour essayer de freiner la riposte. Est-ce que c'est par peur de ne pas pouvoir encaisser ce feu numérique qui pourrait se déclarer? Alors, je ne sais pas, mais il faut aussi voir quel type de cyberattaque. C'est-à-dire que là, ce qu'on parle notamment, c'est un peu décohésion sociale, division du tissu social. Et on peut essayer de riposter comme ça sur d'autres pays, mais il faut voir un petit peu les objectifs. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est que on manque de prendre la mesure en fait, de ce qui se passe en France et avec les grandes plateformes numériques qui facilitent toutes ces choses-là et qu'il faudrait plutôt réguler. Anticiper pour mieux prévenir, mieux prévoir. Merci beaucoup à vous, David Chavalarias. Toxic Data, votre ouvrage, ou comment les réseaux manipulent nos opinions, vient de paraître chez Flammarion. Étienne Huvert avec Boris Razon, les nouvelles guerres sur la piste des hackers russes, apparu chez Arte Éditions et Stock en 2019. Merci beaucoup à tous les deux et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Thomas Beau avec Florent Bujon à la réalisation et à la technique aujourd'hui. Merci à Violaine Malstaff pour la préparation de la Grande Table Culture aujourd'hui, à Lucas Bretonnier pour la programmation et Laura Dutèche-Pérez pour la préparation de la Grande Table des idées.